Bonjour tout le monde. Voilà, donc aujourd'hui on va parler de cinéma et de comment utiliser le cinéma pour enseigner le français langue étrangère. Évidemment, ça paraît être un support particulièrement génial, hein, puisque je veux dire, on a de la contextualisation culturelle, on a du texte, de l'image, du son, des bruitages, de l'ambiance, on a de l'histoire, on a un peu tout dans le cinéma. Cependant, on peut se demander un peu, en fait, si le cinéma, finalement, c'était la question que je me posais tout à l'heure en voyant des extraits, en fait, si le cinéma ou la forme de cinéma reine qu'on a connue, c'est-à-dire le long métrage, en gros 1h30, 90 minutes, ou plus long, hein, évidemment, puisqu'on a des longs métrages immenses comme, je sais pas, certains films de Marguerite Duras, certains films japonais qui durent des heures, 3 heures, des films de 3 heures, de 7 heures, etc. Enfin, en tout cas, le long métrage, on peut se demander si c'est pas un peu comme le roman, en fait, et si c'est pas un genre qui finalement va disparaître, en fait. Vous avez vu que bon, le roman, c'est vraiment typiquement un genre du 19e siècle. On continue à en écrire, mais je pense qu'à l'ère de l'Internet et des fictions beaucoup plus courtes ou du zapping en fait entre plein de textes différents, eh bien c'est probablement plus difficile à lire. Et on voit d'ailleurs qu'en fait des continents qui ont adopté le roman plus tard, bon, bah, continuent à en produire beaucoup, mais que peut-être on est déjà un peu passé à autre chose. Un peu pareil pour le long métrage, où on voit que c'est probablement les séries et d'autres formes de cinéma de fiction qui vont déborder le cinéma classique. Enfin, peu importe, on va regarder aujourd'hui du cinéma à travers deux ou trois choses, en fait. Donc il y a une partie, d'une part il y a un site web qui est pas mal fait qui s'appelle Apprendre le français langue étrangère avec le cinéma. On va regarder deux morceaux, deux extraits en fait, le dîner de con pour ne pas le nommer parce que je sais pas, je pense que j'ai une amitié particulière pour ce film depuis la Thaïlande, je pense où les Thaïlandais, qui sont pourtant des gens très très polis d'habitude, ont adoré l'idée du dîner de con. Et donc c'est le moment où je l'ai vu beaucoup exploité dans des classes de français. Et un autre, donc LOL avec Sophie Marceau, donc aussi donc un peu plus récent, de 2009. Le dîner de con, c'est 1998. Donc voilà, donc ça date déjà un petit peu. Et puis on viendra sur du très classique, peut-être avec Pierrot le Fou, avec une scène de Pierrot le Fou de Jean-Luc Godard, une scène culte de Pierrot le Fou, que je viens de revoir là et qui me semble pourrait être très bien exploitée et en même temps elle permet de faire des connexions en fait avec un peu toute l'histoire du cinéma et toute une série de références cinématographiques. Et puis enfin on a aussi dans TV5 Monde un certain nombre de choses sur le cinéma et on en regardera une aussi parce que c'est toujours bien fait en fait du point de vue exploitation pédagogique, etc. Donc on regardera probablement l'extrait des Intouchables qu'on trouve dans TV5 Monde. Voilà, parce que ça a été aussi un gros succès public et l'affiche pédagogique est pas mal faite du tout. Voilà, donc à tout de suite, on va commencer tout de suite avec donc ce site web qui s'appelle Apprendre le cinéma, apprendre le français langue étrangère avec le cinéma. Bon, le cinéma, vous l'apprendrez plus tard. Hein. À bientôt. Donc voilà le site web en question. Hein. Donc bon, c'est tout simple. Hein. Vous cherchez apprendre le français avec le cinéma. Hein. Et donc vous avez la première entrée. Hein. C'est bien référencé en fait, donc ils sortent au-dessus dans la pile de recherche, donc qui s'appelle Apprendre le français avec le cinéma français de Isabelle Servant. Et donc vous arrivez sur ce site web où vous avez à la fois de l'histoire du cinéma, donc ça si ça vous intéresse vous pouvez y revenir. Donc vous avez la naissance du cinéma avec les frères Lumière. Il manque un peu Georges Méliès, mais bon, on en reparlera à l'occasion en fait. Là, on a surtout les frères Lumière, donc qui sont effectivement reconnus comme étant les inventeurs de la technique du cinéma, mais qui n'ont pas été les premiers en fait à avoir l'idée, d'en faire un spectacle. C'est-à-dire que eux ont inventé le cinéma en lui-même. Donc vous avez l'arroseur arrosé, hein, le célèbre
c'est le premier film qu'on a pu voir. euh, donc ici accompagné au piano, hein, vous entendez bien. Boulevard des Capucines à Paris. La sortie des usines Lumière. Les tout premiers films, hein, on se contente simplement de filmer le réel et ça paraît déjà complètement extraordinaire. Vous allez avoir après toute une série de films dans ce genre-là. Hein. Donc on filme simplement ce qui se passe, hein, et c'est déjà un spectacle étonnant parce qu'on n'a jamais vu ça en fait. On n'a jamais, en 1895, donc il y a seulement 125 ans, on n'a jamais vu la reproduction de la réalité animée. Hein. On a eu des photos, on a eu des tableaux, on a eu des petites animations avec certains procédés comme le phénakistiscope, etc. Enfin, tout ça, vous pourrez regarder en détail un peu l'historique. Hein. Mais on n'a jamais vu encore, voilà, vous avez ici les différentes petites machines qui permettaient de donner l'illusion du mouvement. Mais en tout cas, en 1895, on n'a encore jamais vu de cinéma, enfin, d'enregistrement de la réalité dans ce genre-là. Vous voyez qu'en 125 ans, le chemin parcouru est absolument extraordinaire. Ça fait pas très longtemps, hein, 125 ans en fait. Donc premier film, après on va passer évidemment au cinéma en couleur, au cinéma parlant, enfin il va y avoir toute une série d'inventions techniques qui vont permettre d'avoir le cinéma tel qu'on le connaît, puis après de beaucoup simplifier en fait sa fabrication et son enregistrement. La vidéo, la numérisation, enfin la vidéo analogique au départ, la digitalisation, la vidéo digitale, puis voilà l'internet, la démocratisation totale des caméras. Là l'autre jour j'ai vu une caméra avec un fisheye, là, style GoPro, à 9,90 €. Donc, pour vous dire que on est très loin, évidemment, de ce qui se passait il y a 125 ans. Il fallait une fortune colossale pour faire du cinéma et pour enregistrer le réel. Maintenant, avec votre simple téléphone portable, vous le faites très facilement. Donc, il y a pas mal de choses dans ce site, mais la partie qui va nous intéresser, pour le moment en tout cas, c'est la partie sur les films. Et donc, je vous ai dit qu'on allait commencer avec le dîner de cons. Donc, vous avez un certain nombre de films. Vous pouvez choisir évidemment ce que vous voulez. Ça va être exploité un peu à chaque fois de la même manière. Hein. Donc, vous avez un résumé de l'histoire, la distribution avec les acteurs, le réalisateur. Donc, d'ailleurs, on va voir qu'après, on a eu la possibilité de retrouver en fait une interview du réalisateur, si on veut aller plus loin en fait dans la connaissance de tout ça, enfin, de la connaissance du réalisateur et des films. Voilà, donc, et on a donc des anecdotes hein, sur le film. Donc le film a reçu plusieurs prix, dont 3 Césars, meilleur scénario original, meilleur acteur, Jacques Villeray, qui joue le con de l'affaire, hein, mais qui est un acteur vraiment extraordinaire dans beaucoup d'autres films. Meilleur acteur dans un second rôle, Daniel Prévost a été nominé pour 6 Césars. Le film est adapté de la pièce de théâtre écrite par Francis Weber, le réalisateur. La pièce a été jouée pendant 3 ans à Paris à guichet fermé, donc ça veut dire que c'était toujours plein pendant 3 ans, complet tous les soirs. Hein. Jacques Villeray jouait déjà le rôle du con, Claude Brasseur jouait celui de Monsieur Brochant. Version cinématographique est plus courte de 45 minutes que la pièce. Francis Weber a déjà utilisé le nom de François Pignon dans 3 de ses autres films, Les Compères, Pierre Richard, Les Fugitifs, Pierre Richard, Le Placard, Daniel Auteuil. Francis Weber est fidèle à certains acteurs, notamment Gérard Depardieu qui a joué dans 5 de ses 13 films.
Voilà, donc vous avez un certain nombre de choses autour du film, bon, qui vous permettre éventuellement de vous remémorer un peu tout ça ou voilà, de préparer en fait votre séance. Donc préparation, tiens, il manque un A, intéressant, avant le film. Qu'est-ce qu'un con? Donc ça, la définition va être assez amusante à retrouver. Parmi cette liste, quels sont les synonymes du mot con? Imbécile, fou, idiot, bête, égoïste. Donc il y en a deux, hein, évidemment, idiot et bête. Voilà, donc imbécile aussi, c'est pas mal, ouais, ça en a trois plutôt. Mais c'est ni fou ni égoïste. Donc ça va permettre en fait de cerner en fait, le mot un peu à travers des synonymes pour savoir vers quoi on va. Les loisirs. Monsieur Pignon a une passion dans la vie, il fait des maquettes de monuments célèbres en allumettes. Et vous, avez-vous une passion dans la vie? Que faites-vous quand vous avez du temps libre? Donc là, on va passer, c'est marrant, puisqu'on passe en fait, l'exploitation est peut-être à revoir, en fait, parce qu'elle n'est pas très très centrée en fait sur une thématique. En fait, vous voyez qu'on passe tout de suite sur les loisirs, ensuite sur les jeux de mots, puis après, donc on a une chose assez classique sur le vocabulaire du film, avec des traductions en allemand d'ailleurs, un vrai faux et des phrases, des exercices à trous. Donc ces deux choses-là, hein, vous voyez qu'on pourrait très bien les faire sous Kahoot par exemple, ou là sous Hot Potatoes. Là, on va avoir un exercice en fait pour caractériser, portant sur la caractérisation physique. Donc vous voyez qu'il y a des défauts dans cette fiche parce que en fait c'est pas d'une part thématiquement parlant, ça passe du coq à l'âne, hein, ça passe des loisirs à la caractérisation physique en passant par de la grammaire, donc c'est pas très très bien maîtrisé du point de vue didactique. Voilà, donc c'est pas un excellent exemple en fait de ce qu'on doit faire en fait avec à travers un film. On va regarder et on va essayer de réfléchir un peu à ce qu'on ferait avec. Bon, il y a des idées qui sont bonnes, hein, je veux dire, mais il y en a un peu trop qui partent un peu trop dans tous les sens, et il y en a un certain nombre qui sont un peu trop classiques probablement. Donc on va regarder notre extrait. Hein, donc là après vous avez une fiche technique du film et vous avez aussi des prolongements en fait. On va voir tout à l'heure. Donc on va regarder l'extrait qui est la bande-annonce du film. La tour Eiffel, entièrement faite avec des allumettes, 346 422 exactement. C'est vous qui avez fait ça? C'est une de mes plus belles pièces. J'en tiens un. Comment est-il? Un champion du monde. Je ne sais, traque, moi. Laquelle? Tu l'as invité ici? Je voulais l'étudier un peu avant d'emmener dîner. Tu vas voir, il paraît qu'il est fabuleux. Allez, bonne soirée. Tâchez d'être brillant. Hein. Le temps ne fait rien à l'affaire quand on est con. Un dîner de cons. Vous ne connaissez peut-être pas le principe. Chaque invité amène un con. Oui, oui, il est là. Oui. Il a une belle tête de vainqueur. Qu'on ait 20 ans, qu'on soit grand-père, quand on est con. Il s'appelle Juste Leblanc. Ah bon, il n'a pas de prénom. Je viens de vous le dire, Juste Leblanc. Leblanc, c'est son nom, et c'est Juste son prénom. Monsieur Pignon, votre prénom à vous, c'est François, c'est Juste? Oui. Eh bien, lui, c'est pareil, c'est Juste. Quand on est con, on est con. On a assez perdu de temps comme ça. Qu'on ait 20 ans, qu'on soit grand-père. C'est pas vrai, c'est le con de ton dîner. J'en peux plus, Juste, j'en peux plus. Plus de controverses, qu'on caduque. Oh, le con! Oh, le con! Il est con. La dernière averse, vieux con des neiges d'antan. C'est vous qui deviez dîner avec lui ce soir? Oui, comment le savez-vous? Il vous a parlé de moi. Oui, mais même sans ça, je vous aurais reconnu. Vieux con des neiges d'antan. Voilà, donc vous voyez, voilà, donc un dîner de con, ou le dîner de con plutôt. Donc vous voyez que, évidemment, on peut exploiter un court extrait comme ça. Enfin, ici, c'est la bande-annonce, donc c'est pas vraiment un extrait. C'est plutôt une espèce de condensé de quelques-unes des meilleures scènes du film. Ce qui explique peut-être un peu l'exploitation qui part un peu dans tous les sens. Donc en tout cas, il faudrait commencer plutôt par faire une compréhension globale en fait, donc après avoir visionné l'extrait avec le son, je pense, parce que là,
finalement, l'information des images ne peut pas se passer du son, hein. Je veux dire parce que c'est vraiment, en fait, plutôt, c'est plus le son et les dialogues qui sont importants que les images. Donc une question de compréhension, des questions de compréhension globale pour bien faire identifier la situation. Qu'est-ce qui se passe, où est-ce que ça se passe et qu'est-ce qui va se passer, que veulent organiser le personnage donc joué par Thierry Lhermitte, Monsieur Brochant, et ses collègues par rapport au personnage joué par Jacques Villeray, donc voilà, François Pignon. Bien faire comprendre la situation au départ, et après on va pouvoir rentrer dans le détail. Là vous voyez qu'on rentre directement dans l'exploitation proposée, on rentre directement dans les détails en analysant euh, les différentes scénettes qu'il y a à l'intérieur de la bande-annonce, donc la scénette du train avec la maquette et la scène du prénom de Juste Leblanc, qui est excellente, il faut dire. Donc, je veux dire, donc là, on analyse les scènes de façon complètement séparée. Donc, il faudrait commencer par faire une compréhension globale et après, on pourrait rentrer dans le détail. Effectivement, travailler sur l'expression du goût, sur les loisirs. Qu'est-ce que vous faites de vos loisirs? Qu'est-ce que vous aimez faire? Et là, vous voyez qu'en fait, on retrouverait une cohérence avec le qu'est-ce que vous aimez, puisque vous pourrez aussi travailler ensuite sur qu'est-ce que vous aimez manger, qu'est-ce que vous aimez préparer à dîner, qu'est-ce que vous aimez faire comme cuisine. Donc là, on travaillera sur l'expression du goût, aimer, ne pas aimer, etc. Voilà, donc ça me paraît... voilà. Après, on peut reprendre les exercices à peu près tels qu'ils sont. Moi, personnellement, bon, je ne trouve pas le vrai faux très intéressant, donc je pense qu'on pourrait le reformuler, en fait. Voilà. Et on pourrait aussi faire un peu différemment, probablement, l'exercice à trous, en prenant des extraits du dialogue du texte. Alors après, il faudrait faire identifier, évidemment, dans la scène où on a le jeu de mots avec Juste Leblanc, en fait, qu'est-ce que c'est qu'un nom, qu'est-ce que c'est qu'un prénom, pourquoi c'est drôle, et comment on confond le juste comme prénom et le juste comme adverbe. Hein. Donc c'est intéressant, évidemment, de travailler sur ces questions-là. Voilà, donc vous voyez que bon, ce sont des exploitations qui existent, hein. Il ne faut pas hésiter à les adapter, en fait. Là, vous pourriez terminer par un jeu de rôle, en fait, donc où on mettrait en scène un dîner, alors pas forcément un dîner de con, mais un dîner normal, simplement. Et donc là, on pourrait parler, par exemple, effectivement, autour du dîner, du genre de conversation qu'on peut avoir dans un dîner, où, par exemple, on parle des plats, comment tu prépares ceci, etc. Est-ce que tu aimes bien ça? La prochaine fois, je ferai ceci, et ainsi de suite. Donc, vous pouvez très bien avoir des propositions de jeux de rôle, après, qui reprennent un peu la thématique de l'expression du goût et la thématique du dîner. Voilà, donc sur un petit exemple, pas inintéressant, on va en regarder un autre. Donc maintenant c'est LOL, donc un film de 2009, donc LOL qui veut dire Laughing Out Loud. Bon, vous voyez aussi que tout le monde s'est jeté à cette époque-là sur des expressions qui venaient de l'Internet. Ça aurait pu être MDR, mais en fait ça aurait été un peu moins international que LOL. Voilà, mais c'est un effet de mode évidemment de toutes ces petites expressions avec 3 lettres ou 4 lettres qui sont apparues en fait avec l'Internet comme AFK, LOL, etc. Vous en avez toute une série. Voilà, qui sont WTF, what the fuck. Donc vous avez toute une série d'expressions qui sont apparues avec le clavardage, en fait, avec le chat sur l'Internet. Je dis clavardage, c'est le mot québécois pour chat. Parce que comme vous le savez, les Québécois ne veulent pas introduire trop de mots anglais dans leur français et donc ont inventé très souvent des très jolis synonymes des mots anglais qu'on utilise sans vergogne ici en France. Voilà, donc ça veut dire laughing out loud, mort de rire en langage MSN. C'est aussi le diminutif de Lola, jeune adolescente de 16 ans. Tandis que sa mère tente au mieux de gérer sa nouvelle vie de femme divorcée, Lola découvre la vie libre de la jeunesse, faite de désirs, de ruptures, de jalousie,
de fêtes, de musique, d'un peu de sexe et de drogue. Bon, c'est pas sex, drugs and rock and roll hein, quand même. Donc voilà, on regarde la bande-annonce et après on va retravailler en fait sur les différents éléments qui sont dans la fiche technique, dont certains sont intéressants, vous allez le voir. Moi, c'est Lola, mais tout le monde m'appelle Lol. Et bah franchement, ma vie, c'est pas une partie de rigolade. D'abord, il y a le lycée. Je suppose que vous avez une bonne raison d'être en retard. Vous allez rire, Tel que vous me voyez là, je suis au maximum. Ensuite, il y a les mecs. Il m'énerve. T'inquiète pas, c'est pas le style de mec. Je veux pas que ça pourrisse notre amitié, là. Et pour finir, il y a ma mère. Mais Lola, comment tu t'es épilée là? Maman, Bah quoi, maman? c'est juste que j'aime pas les poils, c'est tout. Mais cela, personne les a vus, hein. Elle fume, Lola? Ça va pas, non. Papa se retape maman. C'est pas vrai. Ah, tu sais, moi, ça fait longtemps que je rappelle des toi à leur histoire. Tu vois pas d'autres femmes à part moi? Je vais te demander un service. Je veux pas qu'on fasse l'amour. Ça fait 8 ans qu'on se connaît. Mais fais-le avec ton mec. Lui, je lui ai dit que j'avais déjà couché. Mais j'ai pas envie qu'il sache que j'ai menti. Vous êtes vraiment tarés, les meufs. Je vais. Alors on commence par quoi? Les pétards ou les capotes? C'est pas moi, hein. Oh maman, ça va, hein, c'est pas drôle. Mais t'as pas une crise pour quelques malheureux pétards, alors toi t'en fumes tous les soirs dans ta chambre quand même. Si je te chope encore une fois avec ça à la maison, tu sais quoi? Tu vires! Tu vas vivre chez ton père, ok? C'est pas si grave. Je te rappelle que t'es son modèle sur Terre. Si elle commence à te suivre sur la route du cul, Voilà, donc on a aussi une bande-annonce. Hein. Je veux dire, bon, évidemment, là, il va falloir aussi travailler sur la compréhension globale avant de passer à autre chose, en fait. Et peut-être aussi, d'ailleurs, travailler sur un peu la compréhension de ce que peuvent être les rapports d'une adolescente française au 21e siècle ou au 20e siècle. Non, là, on est déjà au 21e depuis 9 ans, puisque c'est en 2009. Donc, entre ses parents qui divorcent et elle qui découvre la vie. Donc, évidemment, ça, il y aura peut-être des choses culturellement à ajuster un peu, parce qu'en fonction des publics que vous aurez en face, ce sera très très différent. C'est pas forcément pour tout à utiliser avec tout public, puisque évidemment là on parle quand même de sexe, de drogue, de rock and roll. Il y a les Stones quand même. donc voilà, donc vous avez un petit cocktail en fait de choses assez France moderne, France des années 2000. Donc c'est pas inintéressant non plus sur le plan culturel de voir les rapports que peut avoir une mère et une fille en France, par exemple, et de les comprendre un peu, de les analyser un petit peu à travers cet extrait. Alors il y a une chose qui me paraît intéressante là-dedans, en fait, c'est qu'on revoit aussi, en fait, bon là vous avez vu que ça commence par le bahut, enfin par le lycée, et donc là on revoit l'âge des études jusqu'au lycée, et donc là on nous dit qu'elle a 16 ans, donc elle est au lycée quelque part entre la première et la terminale. Bon, ça permet de refixer un peu deux, trois petites choses, de discuter éventuellement autour des systèmes scolaires et de l'évolution des adolescents et des jeunes adultes dans le système scolaire. Bon, vous êtes là, dans la licence, bon, bientôt le master et bientôt le doctorat, hein, même si ça vous paraît très loin, vous aurez le temps de vous y mettre. Donc voilà, donc là vous avez... alors ce qui est pas mal aussi, c'est que là on peut travailler un petit peu sur le verlan en fait. C'est chelou, un truc de ouf, grosse te pue, les meufs, les keufs, tu la pécho où, voilà, donc vous avez quelques mots de verlan. Et ce sera intéressant, enfin ça peut être intéressant de travailler là-dessus, parce qu'effectivement, des étudiants étrangers qui arrivent,
si on leur parle en verlan, eh ben, ils vont rien comprendre au départ. Ça va quand même leur demander un petit effort de se mettre dans ce genre dans ce genre de lexique et dans ce genre de parler jeune. Je ne sais pas d'ailleurs si vous l'utilisez vous encore. Je ne sais pas si ça s'utilise encore tant que ça, le verlan. J'ai l'impression qu'on est passé à une forme d'élocution un peu plus correcte, entre guillemets. Bon, on l'utilise certainement, mais ouais, il faudrait que j'observe un peu vos manières de parler. Voilà, donc vous voyez, donc on a ça, on a du vocabulaire encore. On a aussi, alors de nouveau, là, des expressions qui ne sont pas du verlan, mais kiffer, ça me saoule, ils se sont embrouillés, barre-toi, get the fuck off, donc c'est traduit en anglais, hein, parce que c'est probablement des fiches qui s'adressent, enfin l'anglais est vu comme la langue internationale, ou alors c'est des fiches qui s'adressent à des anglophones. Mais vous voyez, bon là l'intérêt aussi c'est justement de commencer à travailler avec du lexique vraiment, enfin sur du parler jeune entre guillemets. Donc ça change, c'est quelque chose qui change très très vite. Vous rappelez pas certainement, mais je crois que de temps en temps, bon, les gens plus âgés essayent de passer pour des jeunes ou on s'adresse à des jeunes en espérant employer le langage qu'ils utilisent et les trois quarts du temps, ils tombent évidemment à côté. C'était le cas quand François Mitterrand a dit oh, c'est branché, ou alors peut-être devrais-je dire c'est chébrant. Bon, évidemment, on voyait bien que c'était complètement déplacé dans sa manière de parler. Quand Nicolas Sarkozy s'adresse un jour à un jeune plus près de nous, hein, un jeune sur un plateau de télé, et lui dit et dans le 9-3 comment ça se passe, et le jeune homme le rectifie et lui dit non monsieur le président excusez-moi on dit la Seine-Saint-Denis. Donc vous voyez on est toujours un peu je veux dire l'intérêt de se parler jeune entre guillemets c'est de se reconnaître entre soi. Et évidemment dès qu'il commence à se diffuser en dehors de la classe d'âge qu'il parle, eh bien celle-ci va réinventer quelque chose de différent pour se reconnaître elle-même, pour rester dans sa propre zone d'intercompréhension, si j'ose dire. Voilà, donc c'est à la fois passionnant, volatile et éphémère. Hein. Donc vous avez vu, alors là après vous avez un vrai-faux qui est pas merveilleux. Hein, je pense que les exercices de vrai-faux et les textes à trous qu'il y a là-dedans, c'est pas très utile de les reprendre. Hein. Voilà, et donc vous avez ensuite donc des choses sur les jeunes. Voilà, peut-être un bon thème aussi de travailler en fait sur l'évolution des modes, une bonne occasion en fait de travailler sur l'évolution du langage et l'évolution des modes. Donc ça, on pourrait faire une fiche en fait là-dessus en fait sur les différents styles et l'évolution des modes ou le retour cyclique parfois des modes. Donc ça, je vous laisse interpréter de votre côté et voir ce que vous feriez avec ce type de texte et d'extrait de film. Voilà, donc une ressource pas inintéressante, bon, pas parfaite, mais avec pas mal de choses quand même à voir et à retravailler en fait, avec certains exercices donc, qu'on peut utiliser et d'autres qu'il va falloir retravailler, remettre en cohérence thématique avant de les utiliser dans une classe. Alors, à la suite de ça, en fait, j'avais envie de vous montrer une scène culte du cinéma français. Bon, ça date, hein, je ne sais pas si ça vous dira quelque chose. Vous me direz quand on en parlera en cours. Donc, c'est un film de Jean-Luc Godard, Pierrot le Fou, et c'est une des scènes cultes, certainement, parmi les films de Jean-Luc Godard. Il y en a un certain nombre comme ça. Il y en a eu quelques scènes fantastiques aussi dans Le Mépris. Et donc, on va regarder la scène, et après, on va regarder, en fait, un court-métrage ou un petit discours de cinéphile, en fait, sur Pierrot le Fou de Godard. Bon, on n'est pas très loin du pont à Paris 8, hein. On n'est pas très loin du pont où se termine la course de la voiture de Jean-Luc Godard. Donc vous allez voir ce que raconte notre cinéphile sur
sur Pierrot le Fou. Vous allez voir la scène en fait où on a cette voiture écrasée contre le pont. Voilà, et c'est assez intéressant comme mise en scène en fait et comme questionnement en même temps sur ce que c'est que le cinéma et la fiction en général. Voilà, donc Pierrot le Fou, 1965, c'est le début de la nouvelle vague, en fait, de ce qu'on appelle la nouvelle vague, avec des cinéastes comme François Truffaut, Godard, et ainsi de suite. Donc il y en a un certain nombre qui vont incarner en fait un renouveau du cinéma français. Et qui va avoir un gros impact en fait culturel dans le monde entier. C'est-à-dire qu'en fait ce cinéma de la nouvelle vague française a influencé les cinéastes jusqu'en Amérique. C'est assez drôle d'ailleurs parce que par exemple il y a une scène de Woody Allen en fait où Woody Allen, je me rappelle plus dans quel film, c'est de Zelig peut-être, Woody Allen en fait met sa caméra absolument n'importe où. En fait, c'est un metteur en scène, il joue le rôle d'un metteur en scène qui devient aveugle pendant le tournage de son film. Et donc, il faut absolument pas qu'on remarque qu'il est aveugle. Donc, il va continuer à tourner le film, mais du coup, évidemment, il va poser sa caméra absolument n'importe où et cadrer absolument n'importe quoi. Et à un moment, il y a quelqu'un qui dit ah ben oui, effectivement, oui, il cadre n'importe où, n'importe quoi. C'est exactement comme la nouvelle vague française. Voilà, donc effectivement, la nouvelle vague a influencé en fait à peu près tout le cinéma mondial à l'époque et a eu un énorme retentissement. Et cette scène-là, bon, elle est très célèbre. Hein, je veux dire, vous allez la voir, c'est un peu sur voilà, puis on va l'interpréter après. Et donc on va regarder. Donc là, on a simplement cherché sur Google Pierrot le Fou et vous avez donc l'extrait dont je vous parle. Et le court-métrage de notre cinéphile expliquant Godard. Non, j'écris. Au fond, c'est de cela qu'il s'agit. Tu m'attends, je ne suis pas là. J'arrive, j'entre dans la pièce. Pour toi, je n'existe vraiment qu'à partir de là. Or, avant, j'existais. Je pensais. Je souffrais peut-être. Voilà ce dont il s'agit. Te montrer, toi, vivante, pensant à moi. Et me voir en même temps, moi, vivant, par cela même. Je souligne. Tu penses plus à ton frère, à cette histoire de trafic d'armes? Non. Pourquoi t'as l'air triste? Parce que tu me parles avec tes mots, que moi je te regarde avec tes sentiments. Et que toi, on peut pas avoir de conversation. Jamais d'idées, toujours des sentiments. C'est pas vrai. Il y a des idées dans les sentiments. Bon, on va essayer d'avoir une conversation sérieuse. Tu vas me dire ce que tu aimes, ce que tu as envie, et la même chose pour moi. Alors vas-y, commence. Les fleurs, les animaux, le bleu du ciel, le bruit de la musique. C'est pas moi. Tout. Et toi? L'ambition, l'espoir, le mouvement des choses, les accidents. Quoi encore, je sais pas moi. Enfin, tout. Tu vois, j'avais raison il y a 5 ans. On comprend jamais. Qu'est-ce que je peux faire? Je sais pas quoi faire. Qu'est-ce que je peux faire? Je sais pas quoi faire. Qu'est-ce que je peux faire? Je sais pas quoi faire. Donc une très jolie scène sur la difficulté de communiquer en fait, hein, sur la difficulté à se comprendre en fait et à parler des mêmes choses. Donc et les idées sur les idées de conversation, d'idées, de sentiments.
et de qu'est-ce que vous aimez, en fait. Je veux dire. Donc on va évidemment pouvoir revenir, on pourrait revenir sur qu'est-ce que vous aimez, hein, ce qui se finit d'ailleurs pour les deux par tout, alors qu'en fait ils parlent de choses très très différentes. Anna Karina parle de choses concrètes comme les fleurs, les oiseaux, etc. Belmondo parle de choses beaucoup plus abstraites comme l'ambition, etc. Donc vous avez une discordance très apparente dans la communication. Donc on peut travailler là-dessus, mais ce qui sera probablement plus intéressant, c'est de travailler sur l'idée de la nouvelle vague, en fait, sur le fait que justement c'est le moment où on va avoir un doute sur ce que c'est que la communication et sur le moment où aussi vont entrer en scène plein d'objets technologiques et plein de choses nouvelles en fait dans les années 60. C'est il y a un gros changement en fait. On est à la fin des 30 glorieuses peut-être. On est à un moment où je dirais, il y a une espèce d'abondance matérielle qui devient un petit peu, qui confine à l'absurde en fait, et où on va commencer à se poser sérieusement des questions sur la possibilité de communiquer, sur la possibilité d'être même probablement. Et donc on a l'intérêt, ce sera peut-être de travailler sur cette période-là et sur les traces du cinéma de la nouvelle vague, plus que sur des questions purement linguistiques comme exprimer ses goûts. Donc c'est de la découverte. Là on est dans la découverte culturelle. On va regarder le court-métrage qui explique en fait brièvement, enfin, ou qui replace Pierrot le Fou en relation avec d'autres œuvres cinématographiques, et on va revenir en fait sur la thématique après avoir regardé ce petit court-métrage. Voilà, donc qu'est-ce que je peux faire? Je sais pas quoi faire. Voilà, et là on va regarder donc Pierrot le Fou en 8 minutes. Blow Up, donc le titre de l'émission. Comme la rétrospective Jean-Luc Godard commence cette semaine à la Cinémathèque française, j'ai eu envie de revoir un film de Jean-Luc Godard. Mais j'avais pas envie d'aller à Capri, ni rue Campagne Première, ni sur les rives du lac Léman. Non, ce que je voulais, c'était prendre la route à fond les ballons, direction la Côte d'Azur, sur la musique d'Antoine Duhamel. Bref, j'ai décidé de revoir Pierrot le Fou, mais rapidement, en 8 minutes précisément. Pierrot le Fou, Jean-Paul Belmondo et Anna Karina, la scène de nuit et la Méditerranée de jour, un perroquet et un tigre en papier, Richard Anthony et les pieds nickelés, Van Gogh, Picasso, Magritte et Renoir, du bleu, du jaune, du rouge et une explosion. Bref, Pierrot le Fou. Avec pour commencer, Belmondo dans une librairie du quartier latin, puis en pleine lecture dans la baignoire. Le silence. Et ici, une expression bien de l'époque. Allez, au pieu les petits vieux. Et enfin Belmondo qui sort de la salle de bain dans un saillant peignoir. Tiens, le même que celui que portera 10 ans plus tard Jean Rochefort à la fin d'un Éléphant ça trompe énormément. Ah non, pas tout à fait, mais pas loin. Ensuite, retour à Pierrot le Fou, une citation de la 5e de Beethoven que j'avais complètement oubliée. Mais qu'est-ce qu'il te prend? Allez, allons-y. Et une soirée chez Monsieur Expresso que Belmondo traverse en jaune, en vert, en rouge et en bleu, avant de s'arrêter pour écouter Samuel Fuller. Ensuite, retour à la maison, Belmondo qui croise Anna Karina, qui a une coupe de cheveux pas possible, qui m'a fait penser, à la princesse Leia dans Star Wars. Ensuite, dans Pierrot le Fou, le retour en voiture de nuit, et Belmondo et Karina qui se rapprochent. Je t'embrasse partout. Je me suis demandé si la rencontre Belmondo-Karina n'était pas ce qui était arrivé de mieux au cinéma français dans les années 60. Bon, c'est peut-être un peu exagéré de penser ça. Alors j'ai réfléchi, et puis je me suis dit que finalement non, c'est peut-être pas exagéré. Ce que t'es belle, ce que t'es belle. Ensuite, j'ai accéléré, encore. Là, une salle de bain pas finie, et d'ailleurs pas vraiment commencée. Puis un échange de regards entre elle et lui pour l'éternité. Puis un mort sur le lit, la fuite sur les toits, et le road movie qui commence. Et là, je sais pas pourquoi, ça doit être la route, la vitesse ou l'énergie. J'ai pensé à Sailor et Lula de David Lynch et à la musique de Power Mad. Bah oui, après tout, pourquoi pas. Ensuite, j'ai repris
refroidi mes esprits, arrêt à la station-service, une nouvelle expression bien de l'époque ici, Mettez-moi un clic dans mon moteur. et puis l'attente à la station qui m'a fait penser que je n'ai pas encore fait de top 5 dans Blow Up sur la station-service au cinéma, et pourtant ce ne sont pas les grandes scènes qui manquent, qu'elles soient drôles dans Rabbi Jacob, ou qu'elles soient moins drôles dans Les Parapluies de Cherbourg, et puis les personnages de pompistes, il y en a, fatigués comme Coluche dans Ciao Pantin, ou très fatigués comme Big Daddy dans Land of the Dead, et enfin des conducteurs qui jouent avec le feu, il y en a aussi, par exemple dans Les Oiseaux, évidemment, ou dans Zoolander, encore plus évidemment. Ensuite, retour à Pierrot le Fou, avec une étape au bord de la route, avec du bleu partout, bleu, 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 un petit coup au comptoir, et enfin Belmondo qui a une drôle de façon de reprendre la route. Ensuite, l'accident de voiture simulé, une nouvelle expression bien de l'époque ici. Allez, allons-y, les voyages forment la jeunesse. Voilà, donc allons-y, donc les voyages forment la jeunesse, voilà, c'est tout à fait adapté à la situation. Bon, on s'arrête là parce que la boucle est bouclée, ça y est, on est revenu dans la Seine-Saint-Denis en fait, et donc là au pied du pont en ruine qui se trouve à Tremblay, sauf erreur, donc on n'est pas loin de chez nous. Voilà, donc qu'est-ce que c'est que la nouvelle vague et quel peut être l'intérêt en fait de faire découvrir ça à des élèves? Et bien simplement en fait probablement de mieux connaître en fait certaines parties de la culture française et de voir en fait comment dans les années 60 apparaissent un certain nombre de mouvements comme ça qui vont révolutionner un peu la culture en général et qui sont un peu des fourre-tout en fait, que ce soit le nouveau roman ou la nouvelle vague au cinéma, ça apparaît à peu près en même temps et c'est des regroupements d'auteurs qui ont chacun leur spécificité mais qui ont une manière nouvelle d'envisager leur art et leur forme de créativité. Donc vous pourrez travailler un peu là-dessus si ça vous intéresse, vous pourrez essayer de voir plusieurs films avec des élèves ou pour vous-même, hein, je veux dire, et c'est intéressant du point de vue des écoles esthétiques et de la manière dont elles se renouvellent et dont elles changent. On va regarder un peu plus en détail ce que c'est que la nouvelle vague. Donc la nouvelle vague, alors vous trouverez aussi des articles évidemment dans Wikipédia, dans d'autres revues en tout genre. Voilà une jolie deux chevaux ici, dans le tournage d'Adieu Philippines de Jacques Rosier en 1960. Et donc là, c'est François Truffaut qui parle en fait. La nouvelle vague n'a jamais été une école ou un club, ça a été un mouvement spontané et important qui a rapidement dépassé nos frontières et dont je me sens d'autant plus solidaire que j'en avais fortement souhaité l'avenue à travers mes articles au point de rédiger en mai 1957 ces sortes de professions de foi naïves mais convaincues. Le film de demain m'apparaît donc plus personnel encore qu'un roman individuel et autobiographique, comme une confession ou comme un journal intime. Les jeunes cinéastes s'exprimeront à la première personne et nous raconteront ce qui leur est arrivé. Cela pourrait être l'histoire de leur premier amour du plus récent, leur prise de conscience devant la politique, un récit de voyage, une maladie, leur service militaire, leur mariage, leurs dernières vacances, et cela plaira presque forcément parce que ce sera vrai et neuf. Le film de demain sera un acte d'amour, dit François Truffaut. Donc vous voyez, c'est très lié en fait à la critique, hein, et notamment à cette revue de critique qui s'appelle Les Cahiers du cinéma, donc qui a été un grand promoteur en fait de la nouvelle vague. Et donc c'est une rupture en fait avec un mode de narration un peu classique. Là vous voyez qu'on parle à la première personne. Donc on va tenter de changer le mode de narration. Vous le voyez dans l'extrait qu'on a vu de Pierrot le Fou par exemple. C'est complètement différent des films d'avant qui sont beaucoup plus, qui racontent des histoires, qui sont beaucoup plus léchés sur le plan de l'éclairage aussi. Donc on fait beaucoup plus attention à la mise en scène. Je ne sais pas si vous voyez un film comme Quai des Brumes ou avec Jean Gabin, donc vous voyez que évidemment tout de suite que l'éclairage n'a rien de naturel. Par exemple, la lumière est très travaillée en fait. Là, on tourne en direct en fait. On essaie de montrer la réalité telle qu'elle est et de parler de son expérience personnelle. Mais chaque cinéaste de la nouvelle vague en fait va avoir évidemment une approche un peu différente.
C'est ce qui me fait dire que c'est un peu un fourre-tout, comme l'est le nouveau roman. Quand vous voyez le nouveau roman de Rob Grillet à Beckett, en passant par Nathalie Sarraute ou d'autres auteurs, évidemment là aussi on est un peu dans la même mouvance en fait que la nouvelle vague, avec cette volonté en fait de se dire soi-même, d'être en direct, avec une recherche en fait sur une réflexion sur la forme de l'écriture, qui va démystifier en fait le statut de l'auteur, changer du héros habituel, que ce soit dans le roman ou dans le cinéma. Donc c'est un changement global qui a influencé énormément en fait le cinéma mondial. Donc Jacques Rivette, Chabrol, Alain Resnais, voilà, vous avez toute une série de choses, un peu une coopérative, une démarche de coopérative en même temps. Voilà, Astruc faisait un film, Resnais faisait un film, dans le film de Resnais, Rivette était assistant, puis Rivette faisait un film dont j'étais assistant, etc. Donc c'est une espèce de communauté en fait de jeunes gens qui commencent à faire du cinéma et qui vont révolutionner en fait le visage du cinéma dans les années 60. Voilà, bon, on va pas en parler beaucoup plus longtemps que ça parce que ça nous entraînerait très très loin. Donc, mais c'est intéressant de voir qu'on peut aussi expliquer en fait à travers le français langue étrangère ou à travers le français en général, on peut aussi expliquer des grands courants de pensée comme ça ou des révolutions artistiques, et que ça peut maintenant être très facilement en fait mise en scène à travers tous les extraits qu'on peut trouver sur Internet et ainsi de suite. Bon, c'est juste un travail après évidemment de synthèse et de culture personnelle. Donc on revient sur notre fameux TV5 Monde. Bon, je vous laisserai regarder la bande annonce de Intouchable par vous-même, elle est dans la rubrique de TV5 Monde avec une exploitation, mais qui est plutôt une exploitation générale en fait, où on montre comment exploiter un extrait de film, une exploitation qui est valable pour un peu toute une série de films, pas seulement pour celui-là. Il y aura aussi quelque chose d'intéressant auquel penser, c'est à exploiter les affiches des films, éventuellement avant de rentrer dans le détail du film en lui-même. Donc là, vous avez tout un dossier en fait sur faites entrer le cinéma dans votre classe. Et donc je voudrais pas être trop long non plus, donc on va pas évidemment voir toutes les activités qu'on peut faire autour du cinéma, mais il y en a évidemment une quantité. Bon, par exemple, vous avez ceci, en fait, le cinéma européen joue-t-il les seconds rôles face aux films américains au niveau C1, donc c'est de l'argumentation, c'est un discours sur le cinéma, pas inintéressant à regarder de près. Donc enrichir ses propos pour mieux exprimer son opinion, argumenter, se documenter sur un thème comme le cinéma. Et on va aller assez vite. Alors La Nuit américaine d'Angélique, ça aussi, j'ai regardé un petit peu ce que c'était en fait. Donc là, on est plus dans le récit d'une vocation en fait. Une petite fille qui va avec son père voir La Nuit américaine de François Truffaut, donc on revient dans la nouvelle vague, et ça déclenche chez elle une vocation de script en fait, et donc elle le raconte là dans ce petit dessin animé, et il y a une exploitation à différents niveaux. Donc évidemment avec la thématique du cinéma, vous allez avoir plein de choses à faire. Comment faire un portrait par exemple, ici au niveau B2, donc là c'est un portrait sous forme d'interview, enregistré en vidéo, et donc on va apprendre à travailler sur le portrait. Je voulais vous montrer cette dernière petite chose là, pour ne pas être trop long, parce que je trouve que c'est assez amusant aussi, en fait, de réactualiser un peu la dictée à travers un autre support, en fait. Donc là, c'est une dictée sur le cinéma, et c'est sur le Festival de Cannes, les Lumières du cinéma. Tout savoir sur cette dictée. Donc chaque année au mois de mai, le 7e art est à l'honneur sur la croisette du Festival de Cannes. À cette occasion, testez vos connaissances sur les frères Lumière, les techniques cinématographiques et quelques répliques cultes bien connues. Donc vous avez une dictée à faire, et là ce qu'on va regarder en fait c'est la façon dont ça s'auto-corrige. On va jeter un petit coup d'œil à ça.
Donc vous voyez que c'est plus, on est dans une forme un peu différente de ce que vous avez pu connaître peut-être comme dictée. Je ne sais pas si vous avez fait beaucoup. Nous à notre époque, c'était quand même un des exercices auxquels on était abonnés, hein. Il y a eu quelques renouvellements pédagogiques avec l'autodictée, donc on mémorisait un texte et puis on se le dictait à soi-même, ce qui était finalement pas si bête parce que ça permettait de photographier tous les mots, ça développait en fait la mémoire. Mais la dictée de base, qui reste quand même dans les représentations des Français, un exercice canonique de l'apprentissage du français, là, elle est un petit peu revisitée par la technologie. Chaque année, au mois de mai, un des plus grands festivals au monde accueille le Gotha du cinéma à Cannes. Chacun sait que cinéma est l'apocope de cinématographe. Apocope souvent redoublé en ciné. Il fallut, pour qu'il naquît, qu'Edison et les frères Lumière, entre autres, conjugassent leurs efforts. Que le cinéma ait évolué techniquement, c'est une lapalissade. Muet en 1895, il devient parlant et en couleur dans les années 30 et, à la fin du siècle dernier, il évolue encore avec l'arrivée des images de synthèse et les projections en 3D. Des genres se sont créés. Western, polar, SF, comédie, films d'art et d'essai aux formes d'expression intellectuelle et artistique raffinées, le 7e art est tout public. Des répliques cultes ont aussi influencé notre façon de parler. Aux quatre coins de Paris qu'on va le retrouver, éparpillé par petits bouts façon puzzle. Moi, quand on m'en fait trop, je correctionne plus. Je dynamite, je disperse, je ventile. Quant au vocabulaire cinématographique, la nuit américaine, grand angle, contre-champ, ouverture en fondu, etc., il fait désormais partie de notre vie. Voilà, donc vous avez écouté le texte en entier, vous voyez qu'on peut la faire à plusieurs niveaux. Donc là, on va quand même prendre, là on est dans les locuteurs natifs, hein, junior ou senior, et vous avez après des niveaux pour les apprenants de français langue étrangère. Donc on va prendre le senior, puisque nous on est quand même, enfin surtout moi, on est quand même d'un certain âge. Et donc on va écouter ce qu'il nous propose d'écrire. Chaque année, virgule, au mois de mai, S'arrête. Virgule, un des plus grands festivals au monde, virgule, accueille le Gotha du cinéma à Cannes. Point. Chaque année, virgule, au mois de mai, virgule, un des plus grands festivals au monde, virgule, accueille le Gotha du cinéma à Cannes. Voilà, ça vous plaît? Donc j'ai peur que ce soit un peu long en fait, si on s'amuse à faire toutes les séquences, parce qu'à la fin il y a une autocorrection. Chacun sait que, ouvrez les guillemets, cinéma, fermez les guillemets, est l'apocope de, ouvrez les guillemets, cinématographe.
Voilà, je vous laisserai donc la faire par vous-même, au niveau que vous voulez, hein, junior, senior, apprenant, FLE. Enfin, vous voyez que c'est assez amusant parce qu'effectivement, là, on arrive en fait facilement, en fait, grâce aux technologies, à utiliser, à rénover un petit peu l'exercice de la dictée. Bon, c'est le même qu'avant, mais bon, pour une fois ou deux qu'on va le faire, on va le faire comme ça va le rendre un petit peu plus ludique au départ. Donc on va voir, on pourra essayer après les corrections. Voilà, donc on a fait un petit tour, un tout petit tour dans le cinéma. Donc on y reviendra peut-être si je trouve des activités qui me paraissent intéressantes autour du cinéma. Peut-être ce qu'on a vu sur les affiches tout à l'heure. Et donc vous voyez que là aussi il y a énormément de choses à faire et une grande richesse d'activités possibles pour rendre beaucoup plus vivante une classe de langue et découvrir la culture aussi, la culture française et bon, les impacts de la culture française éventuellement sur l'ensemble du monde. Voilà, merci beaucoup, bonne semaine et à très bientôt. Alors, merci.